C'est à toi. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tout le monde. Après ce long week-end, ce Tu week-end devrais brancher prolongé de ta caméra, si tu peux, si tu es visible. suivi. Attendez. Ça laisse les autres, ça laisse le temps aux autres de se brancher. J'en vois plein qui se connectent. Bon, là, c'est branché, mais je ne C'est vois bon, pas moi. ça marche. Donc, on te voit bien. D'accord. Je disais oui, merci pour cette brève introduction. Et puis, on va terminer ce long week-end par un sujet qui est celui de l'instabilité antérieure chronique de l'épaule. Vous verrez, ce n'est pas très compliqué pour des internes d'orthopédie, mais je suis sûr que vous allez probablement apprendre quelque chose de nouvelle. Alors, l'instabilité antérieure de l'épaule n'est pas en soi une pathologie récemment découverte. Et quand on regarde ces fresques qui sont de 1200 ans avant Jésus-Christ, vous regardez en haut et à droite, et on voit ici, là, un personnage qui vient essayer de réduire, manifestement, en tractant cette épaule, va essayer de réduire celle-ci. Donc, on voit bien effectivement qu'historiquement, ce problème de l'instabilité de l'épaule est connu depuis très longtemps. Et puis, vous connaissez bien sûr ces schémas d'Hippocrate ou ces dessins d'Hippocrate où on voit deux manières de réduire l'épaule. L'une que l'on rencontre encore aujourd'hui en 2021 dans les services d'urgence, et puis celle-ci qui est de notre style, qui consistait donc, vous voyez, à tracter dans l'axe du membre en imposant un contre-appui dans le creux axillaire, chose qui d'ailleurs indirectement peut se faire aujourd'hui en asseyant le patient sur une chaise. C'est une des techniques, une des nombreuses techniques de réduction d'une épaule luxée. Les descriptions des lésions créées par l'instabilité antérieure de l'épaule, là encore, sont retracées dans l'histoire de la médecine. Malgaigne a décrit ici cette fracture par impaction postéro-supérieure de la tête humérale, et puis d'autres noms un peu plus célèbres, Broca et Hartmann, qui décrivent la poche de distension antérieure correspondant en fait au décollement de la capsule antérieure et du labrum. Et puis Bancart, bien sûr, qui a décrit cette lésion du bourrelet en 1923. Là encore, description qui a donné lieu à la chirurgie de correction que vous connaissez tous. Alors, si l'on regarde un petit peu plus près d'où vient la description de la butée, bien, tout est parti un petit peu de cette description, non pas de la butée telle que vous la connaissez aujourd'hui, c'est-à-dire la butée de la targée, mais la description ici de Tria, qui proposait cette ostéoclasie sur laquelle on reviendra de la coracoïde, qui consistait donc à l'abaisser et à la médialiser pour venir abaisser et écraser le sous-scapulaire et indirectement stabiliser l'épaule. Donc, cette description, elle est bien ancienne et elle a été modifiée quant à la technique opératoire par Latarjet. Donc, les deux, ces chirurgiens sont des chirurgiens lyonnais. L'histoire raconte, et je n'en ai pas la preuve, que Latarjet se serait retrouvé avec la coracoïde dans la main par une ostéoclasie un peu agressive et a donc décidé de la fixer, non pas de la refixer en position médiale et haute, mais bien sûr de l'abaisser et de la fixer sur la glène en position antéro-inférieure, ce qui a donné lieu aux techniques de butée que l'on utilise aujourd'hui. Et vous voyez que d'autres descriptions de butée ont été apportées, non pas tellement sur le principe, mais sur la manière de fixer cette greffe osseuse, soit en position allongée, comme l'a proposé Latarjet, soit en position debout, comme l'a proposé Bristow, ce qui en soi ne modifie que peu les paramètres mécaniques de la stabilisation de la butée. Et ça a donné lieu, bien sûr, de nombreuses études biomécaniques pour savoir laquelle était la plus stabilisante et la plus efficace. En réalité, il n'en sort pas grand-chose de la littérature, si ce n'est que les deux sont efficaces pour stabiliser l'épaule. On y reviendra dessus. Alors, pourquoi voulons-nous stabiliser l'épaule? Parce que, par définition, l'articulation gléno-humérale, vous le savez depuis que vous êtes passé durant vos études de médecine, quand vous avez passé l'option de l'appareil de locomoteur, eh bien, il y a une articulation qui est énormément instable de par son anatomie. Et je dirais qu'il faut distinguer la laxité, qui est un élément physiologique qui correspond à cette translation antéro-postérieure que l'on retrouve au niveau de la tête humérale lors des mouvements d'élévation et de rotation externe ou de rotation interne, à
l'instabilité qui, par définition, est symptomatique, c'est-à-dire c'est une translation qui devient non physiologique et occasionne une perte de contact entre la tête humérale et la glène, qui peut être soit très transitoire, c'est ce que l'on appellera les subluxations, soit permanente, comme on le retrouve dans les luxations. Alors, cela automatiquement nous fait penser qu'il y a différents symptômes face à une instabilité au sens large du terme de l'épaule. Il y a la luxation, c'est-à-dire la perte de contact complet et permanent entre la tête humérale et la glène, comme on peut le voir sur la radio. La subluxation, qui pourrait correspondre un petit peu à ce qui arrive à ce joueur. Vous voyez qu'il y a une subluxation, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'un tiers pour réduire son épaule. La définition est un peu floue parce qu'il y a bien sûr des luxations complètes autoréduites. Donc, dans l'histoire clinique du patient, c'est parfois très difficile de distinguer la subluxation de la luxation. Et puis, il y a ce tableau dit d'épaule douloureuse et instable qui ne correspond ni à l'un ni à l'autre, c'est-à-dire seulement une sensation très douloureuse du patient suite à un traumatisme et qui se répète souvent dans la plupart des mouvements d'abduction et rotation externe. C'est-à-dire qu'au premier plan, le patient ne vient pas en consultation pour instabilité, mais il va venir pour douleur. Et c'est votre examen clinique et son histoire clinique qui va vous permettre d'identifier que cette épaule est douloureuse, certes, mais probablement instable. Alors, quel est l'élément de stabilité principal de l'épaule? On y reviendra probablement plus dans ce cours de desk, mais c'est bien sûr l'élément principal, le ligament gléno-huméral inférieur. En tout cas, l'élément capsulo-ligamentaire, c'est le ligament gléno-huméral inférieur avec ses deux bandes antérieures et postérieures qui permettent de stabiliser l'épaule en antéro-inférieur. Et la lésion consécutive à une instabilité, à une luxation de l'épaule correspond soit à une déformation plastique du ligament gléno-huméral inférieur, c'est-à-dire cette déformation qui ne permet pas un retour à une tension du ligament normal, soit à sa lésion complète sur le versant huméral ou sur le versant glénoïdien. En ce qui concerne les lésions sur le versant glénoïdien, eh bien, ça s'apparente quelque part à la lésion de Bankart, parce que la lésion de Bankart décrite comme telle est bien une lésion du bourrelet, mais s'accroche à ce bourrelet et dans sa continuité le ligament gléno-huméral inférieur. Quant à la lésion du côté de l'humérus que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle la lésion de Hagel, c'est-à-dire cette image arthroscopique correspondant à un détachement du ligament gléno-huméral inférieur sur le versant huméral. Alors, la plupart des lésions qu'on rencontre sont bien sûr celles-ci, c'est-à-dire la lésion à la fois du bourrelet et du ligament gléno-huméral inférieur. Il est rare d'avoir une lésion isolée du ligament gléno-huméral inférieur, comme on le voit là. Et puis, il y a bien sûr un certain nombre de lésions osseuses qui peuvent être minimes, c'est-à-dire absentes, comme on le voit généralement chez les hyperlaxes, ou majeures, avec de véritables fractures, des érosions ou des simples petits arrachements que l'on retrouve appendus au bourrelet, qu'on appelle en fait des boni Bankart. C'est les anglo-saxons qui l'ont appelé comme ça, qui correspondent au petit arrachement osseux associé à la lésion du bourrelet. Je dirais que c'est un petit peu l'image que vous retrouvez dans le genou avec les lésions de second, cette image radiographique correspondant, comme on le voit ici, à un petit arrachement osseux correspondant à l'insertion du labrum antéro-inférieur. Alors, pourquoi l'épaule récidive-t-elle en termes d'instabilité? Eh bien, parce qu'il y a une combinaison quasi systématique de ces différents éléments, la distension de la capsule, la lésion de Bankart, et ça, ce sont les lésions, on va dire, capsulo-ligamentaires, ou les lésions osseuses, c'est-à-dire l'atteinte glénoïdienne, on voit bien ici sur cette image 3D, qui manque de l'os en avant de la glène, ou alors sur le versant huméral, l'encoche postéro-supérieure de la tête humérale. Eh bien, c'est la combinaison de toutes ces lésions qui occasionne la récidive de la luxation après un premier épisode. Il est très difficile aujourd'hui de savoir l'importance de chacune de ces lésions. Mais ce que l'on sait, c'est que par les études épidémiologiques, dans le cas d'une instabilité de l'épaule et de certains sports comme le rugby, on retrouve 80% de lésions osseuses glénoïdiennes. Il y a probablement une corrélation entre le nombre de luxations et les défects osseux rencontrés. Et certaines études rapportent qu'après deux luxations, on a dans 70% des cas l'association d'une encoche
et ou d'une lésion glénoïdienne. Donc, il est extrêmement rare en fait de retrouver une instabilité de l'épaule sans lésion osseuse. Je dirais qu'il y a deux situations où on ne retrouve parfois quasi aucune ou quasi de manière très minime des lésions osseuses, en particulier sur le versant huméral. C'est le grand hyperlaxe, c'est-à-dire les patients qui ont une hyperlaxité constitutionnelle où parfois il y a une réelle instabilité sans lésion osseuse. Cela se comprend parce que mécaniquement, l'énergie traumatique et, si vous voulez, est largement acceptée par la déformation des structures capsulo-ligamentaires et n'occasionne pas d'impact sur les structures osseuses, donc l'hyperlaxe, ou alors en cas de lésion de Hagel, c'est-à-dire cette lésion du ligament gléno-huméral inférieur sur le versant huméral qui facilite tellement la sortie mécaniquement, l'instabilité ou la luxation de l'épaule qu'en fait, on se retrouve à des patients très instables, sans lésion osseuse, encore une fois, parce que toute l'énergie traumatique, on va dire, est absorbée très facilement par la lésion déjà présente. Épidémiologiquement, qu'est-ce qui ressort des études épidémiologiques sur le risque de récidive de l'instabilité? C'est principalement l'âge qui revient de manière assez récurrente dans les études. C'est-à-dire qu'un patient jeune a effectivement, quelle que soit son activité sportive, et donc c'est bien sûr dans la plupart des études statistiques multivariées, eh bien, on retrouve quasiment de manière systématique l'âge comme étant le facteur principal de récidive d'une instabilité. Le sexe arrive en deuxième plan et vous voyez effectivement sur ce graphique que eh bien, il y a beaucoup plus de risques de récidiver lorsqu'on est un homme jeune par rapport à une femme jeune. Alors, l'hyperlaxité, on comprend bien que c'est un facteur de risque d'instabilité, quelles que soient d'ailleurs les articulations. On a un certain nombre de critères. Alors, je ne vous parlerai pas des critères de Brighton, qui sont des critères qui permettent, à partir d'un certain nombre d'éléments de l'examen clinique, d'extrapoler sur un score. Et ce score, en fonction du nombre de points acquis, va vous permettre de déterminer si c'est un patient dit hyperlaxe. En fait, pour l'épaule, on peut retrouver des formes d'hyperlaxité, on va dire focale, sur l'articulation gléno-humérale. Et par exemple, ce patient qui n'a peut-être pas d'instabilité de cheville a pour autant, vous voyez, une rotation externe coup de corps ou une rotation externe à 90 degrés d'abduction qui est exagérée. Vous voyez, en abduction, il est à 120, 130 degrés de rotation externe et en adduction, en position 1, il est au moins à 90 degrés. Alors, bien sûr, après, on retrouve quelques signes très évocateurs qui sont la distance avant-bras, pouce, vous voyez, qui est proche de zéro chez ce patient-là, ou encore parfois des patients qui ont cette capacité, si vous voulez, par simplement une contraction musculaire, d'occasionner l'apparition d'un signe du sillon. L'examen clinique, bien sûr, dans une épaule instable est quasiment systématique et va rechercher principalement la direction de l'instabilité, la manœuvre d'appréhension antérieure que vous connaissez tous, vous avez vu déjà lors d'un examen clinique de l'épaule, est très typique. C'est un patient que l'on positionne en abduction, rotation externe et qui va rapporter une appréhension dans cette manœuvre-là. Il est sensible, ce test, parce que, évidemment, comme vous le voyez, il va positionner la tête humérale il va positionner les éléments de stabilité qui sont issus de l'angle antéro-inférieur de l'articulation gléno-humérale en position vraiment de contrainte, ce qui, en cas bien sûr de défaillance, va occasionner automatiquement la sensation d'instabilité. Alors, il faut se méfier parce qu'on a parfois des patients qui ne sont pas véritablement qui n'appréhendent pas véritablement dans cette position-là, mais qui par contre risquent de rapporter une douleur. Et c'est pourquoi il faut s'appuyer au deuxième plan sur ce test qui est le test de recentrage, qui consiste à prendre bien sûr le patient en position allongée, à prendre son membre supérieur, le porter en abduction rotation externe et venir recentrer la tête humérale en pressant sur celle-ci, ce qui automatiquement fait disparaître la sensation d'appréhension ou disparaître la douleur rapportée par le patient. Donc, ce sont des tests qui sont systématiques, mais qui peuvent être, bien sûr, qui ne doivent pas être galvaudés lorsqu'un patient vient pour instabilité. En tout cas, il vous est adressé pour cela. Il faut toujours
confirmer qu'il y a bien une instabilité, en particulier chez les patients hyperlaxes qui parfois ont des symptômes intriqués avec d'autres pathologies. Le bilan clinique peut aussi s'appuyer sur la recherche de distension du ligament gléno-huméral inférieur. Ce test dit de Gagé, modifié secondairement, c'est l'histoire finalement du Lachman de l'épaule. Vous voyez à droite, alors à gauche sur votre écran, mais à droite pour l'épaule du patient, on a en stabilisant par le bras, l'avant-bras, votre avant-bras, on va vraiment pousser la tête humérale dans le récessus inférieur et quand on le compare au côté gauche, on voit bien cette hyperangulation que l'on retrouve dans l'épaule du côté pathologique du patient, c'est-à-dire son épaule gauche, que l'on ne retrouve pas à droite. Parfois même, vous avez vraiment cette sensation en appuyant par votre avant-bras que le patient est bien calé sur l'épaule normale et présente véritablement un Lachman d'arrêt mou sur l'épaule contralatérale pathologique. Ce n'est pas parce que le patient vient pour une instabilité antérieure qu'il ne faut pas rechercher des éléments en faveur d'une instabilité postérieure. Et donc, il faut toujours examiner l'épaule dans son ensemble et rechercher des éléments, un ressaut d'instabilité postérieure. Donc, tout ceci va vous permettre de confirmer une impression clinique qu'a le patient d'avoir une instabilité antérieure. En termes d'imagerie, je passerai très rapidement sur ces images qui, bien sûr, sont intéressantes parce qu'elles permettent de débrouiller, on va dire, les lésions osseuses de passage sur le profil glénoïdien ou le profil de Bernageau ou sur une simple radiographie de face. Le profil de Bernageau est intéressant, même s'il n'est pas réalisé de manière routinière dans la plupart des services, parce qu'il permet de manière comparative de rechercher des lésions osseuses. Aujourd'hui, en 2021, il n'est pas suffisant, mais on voit bien ici sur ces images, à droite en particulier, qu'il y a cet aspect, vous voyez, de triangle surajouté sur le profil de Bernageau qu'on ne retrouve pas à droite et qui signe, vous voyez, hein, ce triangle ici que l'on voit bien se dessiner et qui signe de manière comparative une érosion sur le rebord antéro-inférieur de la glène. Donc, le profil de Bernageau doit être exploré de manière bilatérale et comparative, mais vous voyez, il justifie que le patient puisse tenir cette position-là, ce qui est parfois très délicat chez un patient instable parce que la sensation d'instabilité ou l'appréhension est telle qu'on ne peut obtenir un profil de Bernageau de bonne qualité. Alors, sur quels éléments paracliniques allons-nous nous appuyer pour explorer cette instabilité? Aujourd'hui, ce qui est le plus pertinent, en tout cas dans le cadre d'une instabilité de l'épaule qui est confirmée, le diagnostic est confirmé, ce que l'on veut, c'est confirmer maintenant les lésions de passage, c'est le scanner en reconstruction 3D, au mieux bilatéral et comparatif. Ici, c'est un de nos collègues neurologues que j'ai pris en charge et qui a bien voulu faire un scanner bilatéral. En fait, ça ne demande pas plus de rayons, puisque quand on met les patients dans le scanner, par définition, la boîte d'inclusion des coupes inclut les deux épaules. Il suffit seulement de demander au radiologue de vous sortir les images contralatérales et on regarde son épaule saine avec un aspect piriforme caractéristique d'une glène normale. Et sur l'épaule pathologique, on voit bien ici qu'il y a une érosion sur la partie antérieure de la glène. Alors, de temps en temps, on ne retrouve pas d'érosion, c'est-à-dire pas de disparition, d'attrition osseuse, mais on retrouve des fragments osseux antéro-inférieurs. Et alors, un certain nombre d'éléments de mesure ont été proposés par différents auteurs, on y reviendra, pour évaluer la quantité de défects osseux glénoïdiens antéro-inférieurs. L'arthroscanner est encore un examen demandé aujourd'hui. Je crois qu'il a l'intérêt, j'y reviendrai dessus, de mieux explorer, bien sûr, les lésions capsulo-ligamentaires, ce que le scanner 3D ne permet pas, et en particulier lorsque l'on a une désinsertion sur le versant huméral. Et à ce moment-là, souvent, on ne retrouve pas de lésion au scanner simple, et c'est bien sûr la fuite du produit de contraste le long de la diaphyse qui vous confirmera la présence d'une désinsertion humérale du ligament gléno-huméral inférieur. Donc, l'imagerie, en 2 mots, je n'ai pas parlé de l'IRM parce que je pense que c'est le moins pertinent. C'est pourtant ce qui est demandé, on va dire presque en première intention, parfois chez des patients qui sont adressés pour une épaule instable par nos collègues médecins généralistes. Mais en réalité, c'est le moins pertinent pour explorer l'instabilité de l'épaule, si ce n'est que par la présence d'œdème osseux très proche de la luxation, il va vous permettre de confirmer qu'évidemment, il y a un œdème postéro-supérieur de la tête humérale en rapport probablement avec une encoche ou un accident d'instabilité. L'arthroscanner,
c'est l'examen qui est le plus complet parce qu'il permet d'évaluer les lésions osseuses, d'évaluer également les lésions capsulo-ligamentaires et, si on a un doute, une lésion de la coiffe des rotateurs qui est rarement associée à une instabilité chez le patient jeune, mais qui peut l'être chez un patient d'un certain âge. Et puis, bien sûr, le scanner 3D qui, pour moi, est la référence dans le cadre d'un bilan pré-chirurgical chez un patient dont le diagnostic est formel et certain. Alors, cette exploration radiologique et dynamique, pour certains, en péropératoire, a permis d'évaluer l'importance dans la biomécanique de la récidive d'instabilité de l'encoche de Hill-Sachs, et c'est ce qui a fait parler ces dernières années le plus la littérature. Car en effet, bien sûr, les lésions osseuses, on les connaissait comme étant responsables d'une récidive d'instabilité. Quant à l'encoche, son importance dans la récidive de l'instabilité est plus difficile à définir, et ce sont les arthroscopistes qui ont commencé à parler d'encoche dite engageante, c'est-à-dire qu'en abduction-rotation externe, c'était cette encoche par sa présence qui occasionnait bien sûr le glissement de la tête humérale en position antéro-inférieure par rapport à la glène. À partir de ce concept d'une encoche engageante, s'est construit le concept du tract glénoïdien, c'est-à-dire de la piste de la glène qui permet à l'épaule, en abduction-rotation externe, de rester stable ou de devenir instable. Alors, pour essayer d'être simple dans ce concept, il suffit de considérer qu'une encoche isolée n'entraîne pas forcément la récidive, qu'une lésion de glène isolée n'entraîne pas forcément la récidive, mais la combinaison des deux et la position de l'une par rapport à l'autre peut expliquer la récidive. Et c'est Itoy qui a développé ce concept à partir d'une analyse préopératoire diagnostique sur un scanner 3D. Regardez ici ces images d'animation où l'on retrouve une tête humérale en abduction rotation externe. Elle est centrée sur sa glène. La zone bleue correspond en fait au contact qu'il y a en abduction-rotation externe sur l'angle de rotation entre la tête humérale et la glène en elle-même. Et vous voyez que bien sûr cette piste en fait est relativement étroite par rapport à l'ensemble de l'articulation, ce qui peut se comprendre. En abduction-rotation externe, il y a une piste étroite sur laquelle vient s'appuyer de contact entre la glène et la tête humérale. Maintenant, s'il y a un défect osseux, que ce soit sur la glène ou sur la tête humérale, eh bien, on voit que, bien sûr, cette piste risque de devenir beaucoup plus étroite, et à tel point que la combinaison de l'un et l'autre va entraîner l'engagement de l'un par rapport à l'autre. Alors, je vous passe toute l'étude qui a amené à ça, mais il y a un calcul qui est possible, qui correspond à la soustraction de 83% de la largeur de la glène au défect glénoïdien, qui permet ainsi de déterminer la piste sur laquelle, sur la tête humérale, eh bien, lorsque l'encoche est positionnée, il y a ou pas une responsabilité dans l'engagement. Et donc, on retrouve ici ces deux exemples. Ici, l'encoche, vous voyez, se situe en médial de la piste, en latéral, pardon, de la piste bleue. Donc, il n'y a pas de problème. L'encoche est ici, en abduction-rotation externe. Il y a toujours un contact qui est possible entre la glène et la tête humérale sans engagement de l'encoche. Par contre, si on rajoute à ce même défect un rebord de glène érodé, eh bien, cette piste devient plus étroite, il y a un engagement. C'est ce que l'auteur a déterminé comme étant on-track, c'est-à-dire l'encoche, elle est on-track, elle n'entraîne pas un risque de récidive, mais si elle est off-track, en dehors de la piste, automatiquement, eh bien, elle engage un risque de récidive. Donc, en quelque sorte, on peut avoir des encoches qui sont très larges, qui sont on-track, c'est-à-dire non responsables de l'engagement, et des encoches qui sont très étroites, mais comme elles sont très médiales, elles entraînent, c'est par leur position et non leur taille, qu'elles entraînent un risque d'engagement. Ce qui, bien sûr, est très difficile à corréler par rapport à l'imagerie radiographique simple, c'est-à-dire qu'on peut avoir des encoches vous voyez, qui sont très parlantes radiographiquement, mais elles ne sont pas, selon ce concept, responsables de l'engagement. Alors,
comment peut-on finalement nous orienter lorsqu'on examine un patient qui vient pour instabilité, qui a donc fait plusieurs épisodes de luxation et à qui on veut bien sûr proposer un geste opératoire. Alors, c'est un choix difficile qui peut s'argumenter par une base scientifique. Et je dirais qu'il n'y a pas qu'une histoire d'école, c'est-à-dire chez nous, on fait ça, chez nous, on fait plutôt ça, ou chez nous, on fait ni l'un ni l'autre, on fait encore une autre technique opératoire. Cela peut s'appuyer sur des critères qui sont celui du score ISIS, un score qui a le mérite, en tout cas, d'exister, même s'il est critiquable, qui est basé sur un certain nombre d'éléments épidémiologiques, d'éléments de l'examen clinique et des éléments radiographiques, et qui permet de manière assez simple, devant un patient qui vient en consultation, de se dire que, a priori, ce patient n'est pas éligible à une technique qui est celle du Bankart arthroscopique, qui, comme vous le savez, dans les années 90 à 2000, a été la référence du traitement chirurgical des instabilités de l'épaule. Donc, ce score permet de dire oui, je peux faire un Bankart arthroscopique isolé ou non, je ne peux pas faire un Bankart arthroscopique isolé. Et il ne peut répondre finalement qu'à cette question, même si aujourd'hui on l'utilise à tort et à travers. Ce score, il est fait uniquement pour ça. Donc, vous voyez, en fonction de l'âge du patient, du niveau sportif, du type de sport, de la présence d'une hyperlaxité, de la présence d'une encoche visible sur un examen radiographique standard, sur la présence d'une lésion osseuse visible sur une radiographie standard, donc vous voyez que c'est quelque chose de très simple, c'est vraiment un score dit de débrouillage, eh bien, il permet ou pas de dire je peux faire un Bankart ou non, ce qui permet déjà d'avoir une première réponse à nos patients. Donc, par exemple, ici, vous voyez que cette encoche, elle est visible en rotation interne à gauche, elle est visible en rotation neutre, elle est aussi visible en rotation externe. Donc, par définition, c'est une encoche que les auteurs ont qualifiée comme étant à haut risque. Donc, on impose 2 points au score. Ça, c'est l'image radiographique. Ici, vous voyez, pour évaluer la glène. Donc, c'est vraiment quelque chose de très standard. Hein. Ce n'est absolument pas précis, le score ISIS. Et c'est probablement sur ces 2 points de l'analyse radiographique qu'il est critiquable. Parce que si vous regardez effectivement cette radiographie de face, eh bien, on a une glène ici qui ne paraît pas abîmée. Paraît pas érodée, donc pas de lésion. Ici, on a une avulsion osseuse. Ici, on a carrément une perte du contour. Hein, on voit bien qu'ici, c'est très scléreux. Là, il y a une perte de l'aspect scléreux de la glène. Donc, c'est les 3 types de lésions osseuses qui, pour le B et le C, nous font penser que le score ISIS doit être augmenté de 2 points. Ça fait déjà 2 plus l'encoche, 2 ici si c'est présent. Et donc, petit à petit, comme ça, on arrive à un score qui nous a amené à des conclusions que les auteurs ont qualifiées pour certaines de rédhibitoires vis-à-vis d'un Bankart arthroscopique. Si vous avez un score ISIS qui est inférieur à 3, vous avez uniquement 5% de risque de récidive si vous proposez au patient un Bankart arthroscopique. Si par contre le score est à plus de 6, c'est 70% de risque de récidive. Donc, vous avez bien compris que face à votre patient, vous n'allez pas faire le choix d'un Bankart arthroscopique si le score ISIS est à plus de 6. Et donc, indirectement, soit vous avez moins de 3, c'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, hein, il n'y a aucune lésion osseuse visible. Et on peut encore dire au patient, bien écoutez, je peux vous proposer de faire une retention du ligament, une réinsertion du labrum sous arthroscopie. Mais si vous êtes à plus de 3, il faut réfléchir à savoir qu'est-ce que vous allez lui proposer d'autre, parce que sinon, vous allez vous l'exposer à un risque de récidive assez significatif. Donc, est-ce que vous ferez un Bankart remplissage, et on va y venir dessus, est-ce que vous allez faire une butée? C'est à vous de choisir, mais en tout cas, ça ne sera pas un Bankart arthroscopique. Alors, ici, vous avez une technique opératoire qui a été pendant très longtemps la règle dans notre service, qui consistait à venir finalement réinsérer la lésion de Bankart et à retendre la capsule et notamment le ligament gléno-huméral inférieur selon la capsuloplastie décrite par ce chirurgien new-yorkais qui était Neer et qui, dans les années 80, a quelque part, avant l'ère de l'arthroscopie, imposé finalement cette technique opératoire pour la plupart des instabilités de l'épaule. Mais vous voyez bien que cela ne prend pas en compte les lésions osseuses, en particulier sur le versant glénoïdien. Et donc, on avait revu les patients dans le service et on s'était aperçu que, bien sûr, c'est quelque chose qui marchait très bien, mais qui était avec peu de complications, mais qui exposait un risque de récidive, probablement par défaut d'analyse des pertes osseuses, d'environ 14 à 17% en fonction du sport pratiqué, ce qui en soi est donc probablement rédhibitoire pour certains sports, notamment les sports de contact.
Si on compare ces techniques de chirurgie conventionnelle à ciel ouvert aux techniques arthroscopiques qui sont arrivées un petit peu après, vous voyez que dans les études à moyen et long terme, on retrouve quand même 12,5% de bancartes arthroscopiques qui occasionnent un risque d'instabilité au recul. Donc finalement, que ce soit la chirurgie conventionnelle à ciel ouvert ou la chirurgie arthroscopique, il y a encore des risques de récidive assez importants dans les gestes de stabilisation, on va dire uniquement appuyés sur les parties, sur les lésions capsulo-ligamentaires. Et la SOFEC en 2013 avait retrouvé dans une étude multicentrique jusqu'à 25% d'échecs à 8 ans du bancarte arthroscopique isolé. Donc, on est passé d'une chirurgie conventionnelle à une chirurgie moderne arthroscopique, mais finalement, on n'a pas amélioré le taux d'échec. On a même, à mon avis, augmenté le taux d'échec, bien qu'on a diminué le taux de complication, on a augmenté le taux d'échec. Alors, est-ce que l'échec est une complication? C'est toujours une discussion dans la littérature, mais en soi, on n'a pas forcément rendu service à long terme à tous nos patients. Alors, il y a eu des guerres d'opposition entre les influences chirurgicales américaines et plutôt celles qui sont européennes. Et je reviens de vous retrouver cet article qui est désormais sorti, mais qui était une presse jusqu'en 2020, qui a analysé 337 patients traités par arthroscopie par un bancarte, qui retrouve 30% de risque de récidive au recul moyen de 6 ans, avec comme facteur de risque, et on pouvait s'en douter, l'âge, bien sûr, qui revient même sur des patients qui n'ont pas été opérés, mais ici, c'est des patients opérés, les pertes osseuses glénoïdiennes et la présence de cette encoche en dehors du tract glénoïdien. Donc, en fait, on a donc clairement, malgré tout ce qui est dit, un taux d'échec avec le bancarte arthroscopique qui est très élevé. Et on voit, depuis les années 2010, une tendance aux États-Unis à s'inverser. Et vous voyez que ce qui a connu la plus forte progression sur les 10 dernières années, c'est la butée. Cette butée qui était une, on va dire, invention européenne et en particulier française, qui, depuis les 2010, voit un nombre d'indications croître, en particulier aux États-Unis, ce qui est une terre, on va dire, en friche de la butée. Pourquoi? Parce que, bien sûr, les Français, en particulier l'influence de Gilles Vache, fait que la littérature s'est enrichie progressivement de résultats qui sont, somme toute, très encourageants et qui, maintenant, on va dire plus qu'encourageants, sont validés et qui offrent un taux de récidive seulement à 5%, parce que la butée a un effet biomécanique plus stabilisant qu'un geste uniquement sur les parties molles. Pourquoi elle est plus stabilisante? Parce qu'elle agit, la butée selon la Target, de deux manières. Bien sûr, par l'effet de plusieurs manières. Par l'effet butoir, c'est-à-dire la présence finalement d'une greffe osseuse qui vient s'opposer à la translation antérieure de la tête humérale excessive, parce qu'elle compense le défect osseux glénoïdien, et donc elle apporte finalement une greffe osseuse qui vient recentrer l'encoche et de la rend automatiquement off-track si on repart sur les concepts biomécaniques. Et troisièmement, parce que l'on a la sangle du tendon conjoint qui vient augmenter la stabilité et éviter la translation antérieure de la tête humérale. Et c'est ce qui d'ailleurs est le plus efficace dans les études en abduction-rotation externe maximale, ce qu'on appelle end range, en fin d'abduction-rotation externe, où l'on retrouve, vous voyez, un effet du tendon conjoint jusqu'à 75% par rapport à la capsule articulaire elle-même. Alors, évidemment, cette butée est, on va dire, est aussi associée à un taux de complication qui est un peu supérieur au geste uniquement sur les parties molles, avec des études qui sont un petit peu pessimistes, notamment celle-ci, qui est bien sûr issue de l'activité chirurgicale américaine, qui retrouve 25% de complications, ou encore celle-ci qui retrouve 30% de complications. Alors, il faut regarder un peu dans le détail les complications, parce que dans les complications, les auteurs ont inclus la récidive, qu'on connaissait déjà, qui est d'environ autour de 5%. Vous voyez ici, on retrouve 6%. Il y a des complications aussi qui sont radiographiques, mais qui ne sont pas forcément associées à une complication clinique et qui peuvent aller jusqu'à 15%, notamment des pseudarthroses de butée ou des ostéolyses de la greffe. Et après, il y a 7% de chirurgie non programmée, dans lequel on peut inclure le retrait des vis, que l'on avait retrouvé nous aussi dans notre propre expérience, ou évidemment des complications post-opératoires à court terme. Et je parle là, bien sûr, des hématomes ou des infections post-opératoires dont le taux, à juste titre, est un peu supérieur par rapport au geste sur les parties. Et puis, il y a, depuis 2004,
cette possibilité, on va dire, d'améliorer la stabilité par le Bancart en associant à cette chirurgie par thymol un remplissage de l'encoche postéro-supérieure. Alors, c'est une technique opératoire qui est très ancienne parce que Connolly, en 72, l'avait déjà proposé, mais évidemment en ciel ouvert, c'est-à-dire en ouvrant par une voie d'abord postérieure. Il proposait de combler l'encoche en y transposant l'infra-épineux. Wolf, qui est un chirurgien de San Francisco, a proposé de le faire sous arthroscopie sans détacher bien sûr l'infraépineux, mais en venant en quelque sorte l'agrafer, le fixer dans l'encoche, ce qui rend automatiquement l'encoche extra-articulaire. Et puisqu'elle est extra-articulaire, elle la rend, on va dire, on-track alors qu'elle était off-track. On a regardé un petit peu dans la littérature avec Dimitri Camus, il y a maintenant de cela quelques années, et effectivement, on retrouve une diminution lorsqu'on fait un remplissage du risque relatif de récidive d'instabilité après cette chirurgie par rapport à un Bancart isolé de 4,5. Donc, si vous faites un Bancart et un remplissage, vous diminuez de 4,5 le risque d'avoir une récidive d'instabilité à long terme. Dans notre propre expérience, on avait opéré 35 patients. C'est des travaux du service, donc je vous les rappelle ici. Et vous voyez, à court terme, on avait recueilli un taux de récidive de 14%. Donc, on était bien loin de penser qu'on avait ce taux d'échec aussi important, probablement parce qu'on a poussé les indications, notamment lorsqu'on a rempli des encoches qui étaient supérieures à 20%, 20% en profondeur de la tête humérale. C'était le facteur de risque qu'on a retrouvé comme étant responsable du risque de récidive. Et on a développé en parallèle de cela un modèle mathématique dont je vous fais grâce du calcul avec l'équipe de biomécanique de Pascal Suder qui montrait qu'effectivement, lorsqu'on avait une encoche très profonde par rapport à une encoche peu profonde, eh bien, on avait des forces d'arrachement bien plus importantes, notamment ici avec un point de contrainte sur le remplissage qui pouvait probablement expliquer lors d'une translation excessive de la tête humérale qu'il y avait un risque d'arrachement et donc de récidive d'instabilité plus important. La littérature, elle, s'est enrichie petit à petit de ces techniques opératoires et de leurs résultats à long terme. Et on voit que seul Wolf, qui est un des concepteurs quand même de la technique, a retrouvé un taux aussi bas à long terme, à 4% de risque de récidive à 58 mois de recul. Et très récemment, Alexis Bréjuin, qui vient de quitter le service, qui est un de nos, qui a travaillé dessus, a revu une série de 51 patients que nous avions opérés à minimum 5 ans de recul et qui, donc, à 87 mois de recul moyen, entre 5 et 10 ans, à un taux de récidive de 16%. Donc, on n'a pas encore tout réglé dans le traitement des instabilités de l'épaule avec ce Bancart et remplissage. Et vous avez bien compris qu'il y avait encore probablement une sélection plus précise des patients à proposer. Alors, que vaut-il mieux faire quand on a des lésions osseuses? Est-ce qu'il faut remplir l'encoche en arrière ou proposer directement un latargé, puisque dans les deux cas, vous traitez l'encoche en la rendant on-track, c'est-à-dire l'une par un remplissage, l'autre parce que vous augmentez le diamètre de la glène. Et donc, par définition, elle se recentre sur le tract glénoïdien. Et donc, cette encoche qui était engageante ne devient plus. En fait, il y a un très bel article qui est sorti sur l'American Journal Sports Medicine en 2018 qui a comparé deux séries importantes de patients et qui a permis de distinguer, de définir par conclusion que si la perte osseuse glénoïdienne était minime, eh bien, on considère que le remplissage fait tout aussi bien que le latargé avec moins de complications. Ce qui est logique, c'est un geste arthroscopique et l'on sait que les gestes arthroscopiques, en général, sont beaucoup moins à risque de complications qu'une chirurgie conventionnelle. Car en effet, dans ces séries, les chirurgies, le latargé était conventionnel. Mais si la perte de glénoïdienne est supérieure à 10%, ou si l'on pratiquait un sport de contact, le latargé était meilleur que le Bancart associé au remplissage. Donc, c'est déjà une information supplémentaire pour les patients qui ont une encoche et une encoche engageante qui est off-track et que l'on souhaite stabiliser au mieux. Alors, comment évaluer 10% de perte glénoïdienne? Je dirais qu'il n'y a pas une technique meilleure que l'autre pour calculer cette perte de substance glénoïdienne. C'est le scanner 3D, je vous l'ai dit, qui permet au mieux d'évaluer la perte glénoïdienne. On peut utiliser cette technique de CETO, qui est un peu peut-être compliquée à mettre en place. Pour notre part, on utilise celle de Sugaya, qui est très simple. Vous utilisez un scanner 3D.
vous allez définir ce qu'on appelle le cercle, le best fit circle, qui est, qui est ce cercle qui passe, vous voyez, dans le centre et la glène et qui va s'adapter au mieux au contour glénoïdien postérieur, qui est par définition normal dans une instabilité antérieure, ce qui va vous déterminer un diamètre qui est le diamètre théorique de la moitié inférieure de la glène correspondant à l'aspect piriforme. Et l'on calcule en fait le défect glénoïdien ici en pourcentage du diamètre de ce diamètre-là. Donc, c'est une technique que l'on utilise très fréquemment pour évaluer cette perte de substance glénoïdienne. Plus récemment, Lansdowne a proposé cette technique qui, par corrélation, permet de déterminer ce qu'on appelle les pertes de substances subcritiques de glène, celles pour lesquelles eh bien, on est autour de 10%. Et lorsque vous avez lorsque vous tirez un trait parallèle au grand axe de la glène qui passe par ce tubercule supraglénoïdien antérieur, et bien vous avez à peu près la correspondance à 12-13% de la perte glénoïdienne antérieure. Donc, s'il vous manque, on va dire, cette partie grisée, c'est que vous êtes à 13% minimum. Alors, probablement que dans l'avenir, dans nos décisions thérapeutiques interviendront l'intelligence artificielle et qu'il suffira de donner, de rentrer un scanner 3D et de donner quelques critères épidémiologiques à un ordinateur pour qu'il nous indique la technique opératoire la plus stable pour éviter la récidive d'instabilité à long terme chez ces patients. Alors, que doit-on penser de l'arthroscopie et en particulier du latarjet arthroscopique? Vous savez qu'aujourd'hui, et j'en dirai seulement quelques mots, il y a des techniques de latarjet qui sont faites soit de manière arthroscopique, soit, on va dire, très proche de la technique initiale et originelle décrite par latarjet, qui est donc fixée par des vis, et une seconde technique qui, elle, va fixer la greffe par un endobouton. Alors, je m'attarderai sur cette deuxième technique opératoire parce que c'est probablement celle qui est la plus innovante. Et on a participé à une étude multicentrique qui a permis de déterminer qu'il fallait environ 30 à 40 patients minimum pour que le temps opératoire dans notre progression nous permette d'acquérir, on va dire, un temps opératoire proche et reproductible d'une technique conventionnelle à ciel ouvert lorsqu'on fait une technique arthroscopique. Alors, cet endobouton, je dirais que c'est la première fois dans une technique opératoire chirurgicale qu'on utilise un endobouton, non pas pour être le guide d'une cicatrisation capsulaire, ligamentaire ou tendineuse, mais pour être le guide d'une consolidation osseuse. Un certain nombre d'études biomécaniques ont testé l'endobouton. Celle-ci a le mérite d'exister. Elle est écrite par Provencher, qui a, lui, testé la force d'arrachement pure, on va dire, sur l'endobouton, fixé par vis ou fixé, de la greffe fixée par vis ou fixée par un endobouton. Bien, à l'arrachement pur, on s'aperçoit que la vis et l'endobouton sont, on va dire, équivalentes lorsque l'endobouton en particulier a été mis en compression. L'endobouton, c'est comme un rivet, en quelque sorte, à la main. Ce qui est différent de ce que nous, on a utilisé, qui est un test biomécanique où on a comprimé la greffe avec un dynamomètre, donc qui était reproductible dans les tests. Et on n'a pas tiré sur la butée, mais on l'a mis dans ce qu'on appelle une situation du worst case, c'est-à-dire que comme si la tête humérale venait appuyer sur la greffe dans une position de luxation. Et bien là, les résultats sont complètement différents parce qu'en effet, si vous fixez par des vis, ça, et notamment vis-à-vis d'un seul endobouton, on voit que la rigidité du montage est bien supérieure ici lorsqu'on utilise des vis, avec très peu de mobilité de la greffe par rapport aux endobouton qui fait systématiquement basculer la greffe, en rotation en particulier lorsqu'on a un seul endobouton, mais qui fait médialiser la greffe de toute manière et modifier la position de la greffe, même si on a deux endoboutons. Ici, c'est un endobouton, là, c'est deux endoboutons. On augmente la rigidité, mais malheureusement, ça reste totalement inférieur à ce qu'on utilise par vis. Johan avait travaillé sur la consolidation de cette greffe osseuse
Et on voyait qu'on obtenait à 1 an, on voyait un taux de consolidation qui, somme toute, alors qu'on a un système de fixation qui est dit souple, entre guillemets, de 93%, ce qui est relativement bon hein, pour cette technique opératoire. Par contre, on a des facteurs de risque de non-consolidation, c'est-à-dire de pseudarthrose de la butée, qui sont liés à la consommation de tabagique. C'est déjà retrouvé dans les fixations par vis. Mais aussi lorsque le patient n'a pas de perte de substance osseuse. Et ça s'explique parce que selon la théorie de Wolff, vous savez que lorsqu'un os n'est pas mis en contrainte, il se lise. C'est ce que l'on retrouve aussi dans les modèles trop rigides, on va dire, d'ostéosynthèse ou de greffe osseuse, lorsque vous utilisez des plaques à vis verrouillées, alors que vous venez de traiter une pseudarthrose, vous savez que cette manque de rigidité dans le montage peut occasionner l'ostéolyse de la greffe osseuse. Donc, c'était déjà connu et c'est confirmé. Et le dernier facteur de risque de non-consolidation, c'est lorsque vous avez un contact entre la greffe et l'os agreffé qui est réduit à moins de 120 mm². Bon, là, c'est ce qu'on a trouvé sur cette étude, mais quoi qu'il en soit, ça correspond évidemment à une théorie classique. Hein. Il faut que, bien sûr, la greffe soit en contact avec la zone agreffée et avec une surface de contact la plus importante possible. Néanmoins, vous voyez sur ces scanners que l'on a réalisés de manière successive, on voit des consolidations très surprenantes. Vous voyez ici, c'est le patient à Gigance. On a fait notre butée, on l'a fixé par un endobouton et on peut considérer que le contact est bon. On voit quasiment plus l'interligne. Ça, c'est le patient à 3 mois. Et là, on est un petit peu inquiet parce qu'on a clairement une ostéolyse de contact entre les deux. Et puis, petit à petit, alors que l'ostéolyse a progressé à 6 mois, voilà ce qui se passe à 1 an. C'est-à-dire qu'on a finalement un remodelage osseux et une reconstruction osseuse qui s'est faite à cet endroit précis. Donc, c'est un mode de consolidation, la butée fixée par endobouton, que l'on a découvert un petit peu, qui fait donc beaucoup parler d'elle et beaucoup écrire sur cette technique, mais qui probablement va encore révéler des éléments nouveaux dans l'avenir. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire aujourd'hui, technique conventionnelle ou technique à ciel ouvert? Le travail de Mathieu Girard nous a beaucoup aidé puisqu'il a permis, dans cet article qui vient maintenant de sortir, de comparer les deux techniques. Et c'est vrai que dans nos mains, la technique conventionnelle amène un taux de consolidation plus rapide à 3 mois. C'est-à-dire qu'à 3 mois, vous avez des butées qui étaient consolidées dans la série que l'on a comparée aux butées par endobouton, ce qui, bien sûr, cet écart se réduit à 6 mois et on voit que le taux de consolidation continue à augmenter avec les butées endobouton, mais à 6 mois reste encore inférieur aux butées par vis. Alors, que doit-on penser des autres techniques de butée, les greffes osseuses iliaques libres? Je dirais qu'en Allemagne, en particulier, on utilise beaucoup ces greffes libres pour compenser les pertes de substances osseuses. Évidemment, vous l'avez compris, mécaniquement, bien sûr, vous compensez la perte osseuse, mais vous n'allez pas apporter ce que le tendon conjoint peut apporter dans la technique de la targée, c'est-à-dire l'effet sangle. Et je vous ai dit tout à l'heure que mécaniquement, cet effet sangle semble prédominer en abduction rotation externe maximale et devenir prépondérant par rapport à l'effet greffe osseuse. Donc, il faut, à mon avis, garder ça en tête, c'est-à-dire que c'est très intéressant les greffes osseuses libres, mais peut-être qu'on se prive de l'effet sangle de la butée de la targée. Pour notre part, nous l'avons principalement utilisé dans les techniques de reprise d'instabilité après un échec de butée ou, et c'est l'autre indication, lorsque le défect osseux glénoïdien est extrêmement important. Lorsqu'on a un défect osseux glénoïdien extrêmement important, ça peut être intéressant d'apporter un fragment de greffe osseuse, une greffe osseuse en quantité supérieure à celui d'une simple coracoïde. Alors ici, bon, je vais passer rapidement, hein, c'est une butée de type Eden et Billet, c'est-à-dire cette greffe osseuse libre que l'on a utilisée dans le cadre d'une révision d'un échec de butée coracoïdienne standard et fixée par un endobouton. Donc, juste voilà, on peut très bien faire ça maintenant. Il suffit de faire le prélèvement sur la crête iliaque, de fixer à l'endobouton et de passer cette greffe par l'intervalle de la coiffe qui, vous le savez, cette zone anatomique qui est au-dessus du sous-scapulaire, en avant du supraépineux
et qui nous permet de passer une greffe d'environ 2,5 cm de long à 3 cm, d'1 cm de large. Et puis avec l'endobouton, voilà, vous amenez la greffe en avant et ici, vous la comprimez avec un tenseur, ce qui permet d'avoir un effet de greffe. Et en plus de ça, vous pouvez retendre la capsule articulaire et retendre le ligament gléno-huméral inférieur en faisant donc en plus de ça une chirurgie de type Bancard. Qu'est-ce qui est en train de se passer pour l'avenir? Alors, je n'en sais rien, mais vous voyez que la technique opératoire de l'instabilité de l'épaule continue d'évoluer. Et je voudrais reporter à votre connaissance cette étude qu'avait écrite Gilles Walch et cet article qui lui avait permis, à partir des patients de TRIA, de rapporter les résultats de 250 instabilités de l'épaule à 11 ans de recul, où la technique de TRIA, qui, je vous le rappelle, consiste à faire uniquement un abaissement de la coracoïde avec un effet de médialisation, avait pour autant permis de stabiliser, on va dire, quasiment 88% des patients. Eh bien, cette technique de TRIA est en train de revenir un petit peu à la mode, notamment parce que un peu poussée par l'arthroscopie. Elle est aujourd'hui faisable sous arthroscopie en venant, vous voyez, par le système d'endobouton, venir plier la coracoïde par une osteotomie inférieure et venir de manière moins invasive, venir capturer le sous-scapulaire. Alors aujourd'hui, c'est buté selon TRIA, où cette technique de TRIA est aujourd'hui en voie de peut-être progression dans leurs indications, uniquement chez les patients hyperlaxes, pour lesquels, je vous l'ai dit, il y a souvent rarement de lésions osseuses, mais par contre, il y a des distensions de la capsule qui ont tendance, malgré une retention de celle-ci, à récidiver à distance. Et donc, c'est une des techniques utilisées pour les hyperlaxes. La deuxième indication, ce serait les instabilités chez les patients qui ont en plus une lésion massive des tendons de la coiffe des rotateurs, pour lequel est non réparable, pour lequel donc on est souvent dans une difficulté pour stabiliser ces patients, car en effet ils ont des lésions de coiffe supérieure et postéro-supérieure trop importantes pour permettre de stabiliser l'épaule. Et donc le TRIA semble apporter une solution dans ces situations-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis, bien évidemment, je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Bravo, bravo. C'était moderne, complet. Tu nous as montré une expérience déjà longue. Bravo. Dis-moi, au début de ta présentation, tu nous dis que c'est la position de l'encoche qui compte. Et puis après, Oui. tu nous expliques que c'est la taille. C'est la taille, Alors, la position ou les deux? Alors, c'est une excellente question. Alors, nous, je vais être très critique vis-à-vis du glénoïd tract, qu'il faut avoir en tête que c'est quelque chose quand même qui est fréquemment décrit dans la littérature. Je dirais que moi, je suis assez critique vis-à-vis de ce concept. D'abord parce qu'en pratique courante, aujourd'hui, quand on est en consultation, c'est très difficile de mesurer le tract glénoïdien. Pas tellement sur la glène, parce qu'on obtient très facilement des images 3D et on peut assez facilement calculer ça, mais sur l'encoche. Parce que l'auteur dit qu'il faut utiliser un scanner 3D et qu'il va calculer le tract glénoïdien en fonction de la position d'insertion de la coiffe des rotateurs, puisque par définition, la limite de la coiffe des rotateurs détermine la limite de la capsule articulaire. Or, sur un scanner 3D, on a tous compris qu'on ne voyait pas l'insertion des tendons de la coiffe des rotateurs, mais c'est vrai qu'on voit une image qui s'appelle la barra area, enfin qui s'appelle la zone chauve, pardon, qui n'est pas la barra, qui est la zone chauve. On voit une image qui, sur le scanner 3D, correspond à une zone où effectivement correspondrait à la limite. Donc, moi, je suis très critique vis-à-vis de ce glénoïd tract parce que dans mes mains, je ne vois pas très bien comment on peut mesurer cette zone, on va dire, de sécurité, premièrement. Et deuxièmement, notre ressenti à travers les travaux qu'on a menés dans le service, c'est que la plupart des encoches que l'on avait comblées n'étaient pas off-track, c'est-à-dire qu'elles étaient théoriquement non engageantes. On s'était déjà limité dans nos indications. Et pourtant, on a eu des récidives.
Et ce qui nous a amené à explorer ces encoches, et pour nous, ce qui a amené la récidive, c'était plutôt la profondeur de l'encoche. Ce qui peut se comprendre, parce que quand on veut combler quelque chose de profond, il faut, on va dire, écraser une quantité de tendons très importante au fond de l'encoche, ce qui augmente les forces d'arrachement, et c'est justement le modèle mathématique qu'on a développé, et ce qui fait que je crois que dans nos mains, en tout cas, plus les encoches sont profondes, et plus il y a un risque de récidive. Donc, il y a la position, sans aucun doute, il y a probablement un peu des deux. Voilà, pour moi, il y a aujourd'hui un peu des deux. Ce qui me fait penser que lorsque l'encoche est trop profonde ou lorsqu'elle est trop médiale, je crois qu'il vaut mieux basculer sur une autre technique opératoire qu'une technique qui va, on va dire, s'occuper de l'encoche. Je pense qu'il faut s'occuper de la glaine et pas tellement de l'encoche. Et au millénaire dernier, quand je faisais encore des latargés, on nous expliquait qu'il fallait associer des gestes, par exemple faire une plica de la capsule, je crois que ça s'appelle Oui. Puttiplate, ou retendre le Oui. sous-scapulaire, Magnusson. Et ça a toujours un intérêt de faire ça, ou c'est vraiment la butée toute seule? Alors, là, on est vraiment dans les confins des discussions de congrès parce que c'est un peu toujours récurrent. Moi, je fais la capsule. Moi, je fais que le labrum. Moi, je fais rien du tout. Moi, je referme même pas la capsule. Donc, tout est dit et écrit dessus. Dans le service, en tout cas, comme on a eu cette philosophie de la capsule qui, dans nos mains, nous a toujours paru très importante, puisqu'à l'époque, on ne stabilisait l'épaule qu'en faisant ces retentions capsulaires. On rajoute toujours un geste capsulaire. On va dire que c'est un peu par philosophie. Et puis, on a quelques arguments en plus. Le premier serait que ça permet de mettre la butée extra-articulaire. Et il nous semble que quelque chose qui est extra-articulaire est quelque chose qui consolide mieux. Parce que les produits les liquides articulaires, pour moi, ont toujours tendance, le liquide articulaire, à rendre difficile une consolidation osseuse du fait de sa composition. Troisièmement, parce que ça permet également finalement de retendre un peu la capsule et donc ça peut rajouter un verrou supplémentaire à la butée. Et enfin, parce que cette capsule, pour nous, est porteur d'éléments neurologiques proprioceptifs et qu'on espère, en la remettant en tension, qu'on va donc réactiver également cette proprioception qui fait que une épaule est aussi stable parce que la contraction musculaire empêche également, permet son recentrage ou en tout cas empêche sa translation excessive antérieure. C'est bien tout ça. Juste une petite remarque sur les pseudarthroses, parce que ça m'intéresse. Quand tu commences à avoir une liste de greffes, c'est que les clastes l'emportent sur les blastes. Or, on a des produits aujourd'hui pour bloquer les clastes qui sont les biphosphonates. Et il semble que des biphosphonates pris précocement, quand on se rend compte qu'il y a un début de lise, pourraient bloquer cette lise. C'est peut-être une petite adjonction intéressante à la butée quand on voit au bout de 2-3 mois qu'elle commence à liser. Alors maintenant, les autres. Vous êtes nombreux, donc vous allez poser plein de questions. Je vous rappelle qu'il suffit d'ouvrir son micro pour poser une question. Vous n'avez pas de panne de micro. Bon, c'est une compte pétri, mais ça me permet de la caser. Si j'en ai une en tant que dinosaure, merci pour cette information là, mise au point. Je m'intéresse plus à la technique chirurgicale, mais j'intéresse surtout au fondamental. J'aimerais vous poser la question suivante, à savoir que je comprends très bien les conséquences osseuses de l'instabilité, mais par contre, le travail de Itoy est intéressant, mais je ne vois pas très bien les causes osseuses réelles, en dehors des problèmes ligamentaires, enfin capsulaires, qui sont posés. Est-ce que vous avez des méthodes de mesure, parce qu'à mon sens, elles existent, pour différencier les instabilités ligamentaires, je comprends, de celles qui sont osseuses, qui expliquent certainement des récidives? Non, enfin, en pratique courante, non. Aujourd'hui, ce que propose Itoy, c'est vraiment ça, c'est-à-dire cette prise en compte des pertes osseuses sur la glaine et sur l'humérus. Et puis, il a développé tout son modèle biomécanique autour de ça. Donc c'est vrai que, alors, encore une fois, nous, en pratique courante, j'utilise très peu. Je m'interroge à chaque fois dessus.
En arthroscopie, on peut le tester, évidemment. On peut voir un petit peu si elle est engageante, mais par définition, on a tous l'impression que si cette encoche existe, c'est que la tête s'est au moins engagée une fois, même plusieurs, puisqu'en général, les patients viennent pour récidive d'instabilité. Donc, la notion de caractère engageant, c'est une philosophie. Non, après, on n'a pas d'outil autre que celui-ci et on n'a que ce concept, en fait, pour l'instant. Oui, ça, je comprends. Alors, bon, ça pose le problème des orientations de la cavité glénoïdale par rapport à l'humérus. C'est compliqué, mais je pense que on a des possibilités. Enfin, moi, je pense qu'il y a des possibilités de mesure. Voilà, c'est le premier point. Donc, et le deuxième point, pour en avoir pas malheureusement, mais fait un certain nombre depuis fort longtemps, parce que Michel Mansat, il préconisait les ligaments. Moi, j'étais plus orienté vers les butées, et j'en ai fait un certain nombre à l'époque. Et actuellement, on revoit des patients qui reviennent, mais long terme, avec des arthroses. Alors, quel est votre recul? Parce que ça pose un problème de cette arthrose. J'en ai une qui revient, je ne m'en occupe plus, mais j'ai transféré, qui a une arthrose au bout de 10 ans et qui a actuellement 30 ans. Donc, elle est déjà passée par la première prothèse de resurfaçage et elle est à la deuxième prothèse de reprise. Donc, arthrose égale arthrose, ce qui prouve bien qu'il y a un facteur osseux malgré les butées qui ont été faites. Alors, recul, j'ai vu qu'il y a Samuelson qui a un cas, mais à mon avis, il y en a certainement beaucoup plus. Quel est votre avis? Alors, l'arthrose et butée, ce qui est aujourd'hui quasi clairement établi, c'est que techniquement, lorsque cette butée vient, on va dire, déborder sur le rebord glénoïdien, et donc lorsqu'elle manque de médialisation, c'est le facteur principal. Donc, c'est une faute, entre guillemets, ou une erreur technique qui est le plus souvent rapportée dans la littérature comme étant le facteur d'apparition d'arthrose. Néanmoins, on sait aussi que l'arthrose est influencée, et ça aussi c'est assez récurrent. Il y a pas mal de travaux, il me semble même des travaux d'auteurs montpelliérains qui montrent que l'âge à la première luxation, enfin l'âge à la prise en charge chirurgicale de l'instabilité est un facteur d'arthrose qui nous prouverait qu'il vaut mieux se luxer jeune ou au moment où le cartilage peut-être est capable. On sait bien sûr qu'on sait tous que la qualité du cartilage s'altère avec l'âge. Et donc, il vaudrait mieux se luxer jeune et être pris en charge chirurgicalement jeune que se luxer tard et être pris en charge chirurgicale tard en âge, puisque peut-être que le cartilage aurait des capacités on va dire, des incapacités à subir ces traumatismes, on va dire, avec un âge avancé. Donc, non, en dehors le défaut technique est vraiment revient très régulièrement. Donc, on s'appuie toujours sur l'idée de mettre cette butée vraiment le plus parallèle possible à la glène, ne pas la faire déborder sur la glène. Et on va dire les concepteurs de la butée ou ceux qui en ont fait le plus disent toujours qu'il vaut mieux l'avoir un petit peu trop médialisé qu'un trop latéralisé. En tout cas, c'est ce que l'on retrouve. Mais on a également, effectivement, des arthroses survenant chez des patients pour lesquels la butée était très bien faite. Enfin, pardon, où la butée n'avait pas de défaut technique, selon le cahier des charges. Et la position en hauteur aussi, ça compte, parce qu'on nous disait bien de la mettre au tiers inférieur de la glène. Oui, alors ça… Les causes de récidive sur butée, elles ne sont pas à cet endroit. Voilà, bien sûr. Alors, c'est pas parce effectivement la butée doit être toujours antéro-inférieure. Et si on la positionne trop haute, eh bien la tête humérale peut passer dessous. Alors ça pose le problème de la récidive de l'instabilité. Ce qui fait peur, c'est le nerf qui passe un peu par là, et c'est ce qui pousse certains à ne pas le mettre au bon endroit. D'autres questions? Ouvrez votre micro, posez votre question. Allez, soyez pas timide. C'est plus simple comme ça de poser des questions. J'en vois qui disparaissent du coup. Bonsoir. Suzanne. Merci pour le topo. Moi, je m'interroge pour le remplissage, sur la répercussion sur l'infra-épineux. Suzanne, merci pour cette question parce qu'il y a deux choses qui ressortent aujourd'hui. C'est que d'abord, on pensait combler avec de l'infra-épineux, mais on s'est aperçu, il y a des travaux anatomiques qui montrent que ce qu'on capture en face de l'encoche, c'est de l'infra-épineux, mais aussi du petit rond.
premièrement. Et vous savez que le petit rond, c'est principalement du muscle, hein. Il y a très peu de tendons. Alors, nous, on annonce que l'on fait une capsuloténodèse, mais ça serait peut-être une myocapsulodèse. Et deuxièmement, effectivement, quand j'avais parlé de cette technique que je l'avais présentée à Michel Monsat, donc la plupart d'entre vous n'avez pas connu, il avait été un petit peu horrifié, et je le comprends à l'époque, quand j'ai commencé à faire cette technique opératoire, à proposer cette technique opératoire, parce qu'effectivement, l'infraépineux, c'est un muscle fondamental de l'épaule, et il avait peur que l'on altère la fonction. Alors, il y a quelques cas de rupture de l'infraépineux après un remplissage, peut-être par nécrose de cette zone myotendineuse, on va dire, que l'on suture. Et les points que l'on fait peuvent être ischémiants. Mais en réalité, ça paraît assez anecdotique dans ce que l'on retrouve dans la littérature, et c'est l'impression que j'ai aussi. Voilà, c'est anecdotique. Juste une remarque, si tu veux faire une grande série de TRIA avec beaucoup de recul, tu reprends les malades de Christian Mansat, pas Michel Mansat, qui faisait cette technique chez beaucoup de rugbyman à une vitesse incroyable. Ça durait 10 minutes, un quart d'heure, et à l'époque, il venait nous rapporter ses résultats. Il en était très content. Après, bon, il y avait un petit combat avec son frère qui disait que ce n'était pas une bonne idée. Tout à fait, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et ton père aussi disait que ce n'était pas une bonne idée. Tout à fait, mais néanmoins, puisque vous faites du genou, on a revu les patients à qui ils mettaient des dacrons pour les croiser. Ah oui, oui, mais c'est pareil. Oui, mais c'est pour vous dire que ça, ce n'était pas une bonne idée, et on en a vu les conséquences, alors que les trias de Christian Mansat, dans ma consultation, je suis peut-être trop jeune, mais j'en vois pas, et j'en ai même pas vu quand j'étais interne. Ce que je veux dire, c'est que si les patients allaient mal, on les aurait revus. Donc, c'était peut-être pas une si mauvaise idée. Il en faisait beaucoup, il aurait arrêté si ça ne marchait pas. Il nous rapportait des 2-3% de récidive. Et la technique est très facile, du coup, quand on l'a fait. On casse, parce qu'il le faisait ouvert. Tout à fait. Et l'équipe dijonnaise, l'équipe de Dijon, aujourd'hui, on va dire, l'a mis en avant comme étant sa technique de référence pour stabiliser les épaules. À Dijon, ils ont relancé complètement le TRIA. Voilà, on a quelques interchus de Dijon qui sont venus dans le service et qui nous ont rapporté vraiment des résultats intéressants. Donc, il y a sûrement une place. Mais comme toujours, comme la plupart des chirurgies… longue. Le défaut, c'était de la couper trop courte. Il faut la couper longue pour qu'elle descende jusqu'à la partie inférieure de la glène. Voilà, tout à fait. Je ne l'ai jamais fait, moi, mais je me souviens de ce qu'il disait. Mais de toute manière, évidemment, comme la plupart des chirurgies, il faut que ce soit une technique à la carte. D'autres questions? Plus de questions? Donc, vous pourrez le voir en replay. Et vraiment, merci, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. On se retrouve demain matin. À demain matin. Et à la semaine prochaine, je crois qu'il y a une nouvelle conférence. Au revoir. Ciao.